Salut Thomas. Bonjour Xavier. Bah écoute, je suis content de te rencontrer enfin, puisqu'on avait effectivement l'occasion d'échanger à plusieurs reprises ensemble. On se voit aujourd'hui effectivement dans cette série de vidéos autour de la fonction achat, donc merci beaucoup de t'être rendu disponible. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier, on va parler du management de transition et plus particulièrement du management de transition en achat. Alors on a vu pas mal de monde dans le cadre de ces vidéos, hein. On a vu des consultants, on a vu des acheteurs, mais on n'a encore pas rencontré de manager de transition, donc pour nous c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Ce que je peux peut-être te proposer, Thomas, c'est te laisser te présenter dans un premier temps. Alors, je suis donc Thomas Gravis. Je suis effectivement manager de transition depuis quelques années maintenant. Donc, j'ai commencé par une formation académique universitaire en additionnant l'équivalent du Master 2 en physique et en économie et gestion. À mon époque, quand on faisait de la science, on était cantonné à des métiers techniques, ce que je ne voulais pas. Donc voilà, j'ai agrémenté ma formation initiale par une formation d'économie et de gestion, et je suis tout de suite entré dans l'armement comme ingénieur. Expérience très riche, dans une société très attachante. J'y suis resté 5 ans. Je suis ensuite parti dans une PME qui a rapidement fait faillite. Donc on va passer là-dessus. Et je suis entré chez General Electric, où j'ai commencé à appréhender le monde des achats. Pas en tant qu'acheteur, mais plutôt dans un poste intermédiaire entre les achats, l'engineering, le manufacturing, le marketing, qui s'attachait plus à travailler sur le design to cost, donc sur les nouveaux produits ou sur la productivité des produits existants. Je suis parti ensuite chez PricewaterhouseCoopers, où j'ai été recruté... Fameux cabinet de conseil. Fameux cabinet de conseil, où j'ai été recruté pour développer une offre Six Sigma, une offre de conseil Six Sigma. Donc l'amélioration continue. Tout à fait. On en parle souvent dans les programmes pédagogiques Achat d'Ifocop de ça. Exactement. Ça fait plaisir de l'entendre d'ailleurs. Ça existe toujours. Ouais. Ça existe toujours. La personne qui m'a recruté s'est fait virer au bout de 3 mois. Donc ma mission a été un petit peu changée. J'ai réalisé 3 très belles missions d'organisation industrielle dans l'automobile et dans l'aéronautique. Vraiment 3 très belles missions. Voilà. Au bout de quelques années, Price a été racheté par IBM. Donc je me suis retrouvé à faire 2-3 missions chez IBM sans grand enthousiasme, on va dire. Et à cette époque-là, IBM a racheté Kyemero, qui est une société d'outsourcing en achat. Donc d'externalisation. Donc d'externalisation de la fonction achat. Ok, donc ça veut dire qu'on fait faire la fonction achat par des tiers. Par une société tierce, par une société. Kyemero était une JV entre, alors il faut que je m'en rappelle bien, Schneider Electric, Thomson, un chimiste dont le nom m'échappe, et Arcelor. Et donc ces 4 actionnaires ont vendu cette petite société à IBM. Et là, je suis rentré comme directeur des grands comptes, donc plutôt une fonction commerciale qui est pas du tout ma compétence, donc c'est un petit peu compliqué. Mais in fine, en fait, j'avais pas de développement commercial à faire. Je faisais vraiment en fait, c'était plus du pilotage de la fonction achat auprès de ces donneurs d'ordre. J'y suis resté 1 an et demi. Un des directeurs achats de mes clients est parti à la Société Générale et m'a amené dans ses valises. Donc je suis rentré à la Société Générale pour développer une fonction de conseil interne à la direction des achats. Je fais ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, je suis monté comme directeur des achats du groupe adjoint, plus particulièrement en charge des aspects fonctionnels, donc tout ce qui n'est pas achat opérationnel. Tout ce qui est achat indirect, quelque Non, part non. Tout ce qui est organisation de la fonction achat, Ouais. méthode, système d'info, communication, Performance, presque, alors. performance. Mais ça incluait la RSE, Ouais. ça incluait
les risques, voilà, tout ce qui n'est pas achat en tant que tel. C'est un très beau poste où je me suis beaucoup amusé. J'y suis resté 4 ans. Je crois que c'est mon record. Je suis ensuite parti comme directeur des achats et de l'immobilier dans une filiale de la Société Générale, une JV entre Société Générale et Crédit Agricole. Cette JV a été réinternalisée, donc on a fusionné avec la Société Générale. Et là, je me suis retrouvé sans affectation. Donc, c'est là où j'ai décidé de prendre mon destin en main. Je me suis fait transacter, comme on dit dans le monde. Transacter. Transacter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une rupture conventionnelle avec de quoi vivre confortablement pendant quelques temps. Tu as redonné ta liberté sociale, comme on dit. C'est ça. Et je me suis lancé dans le management de transition. Ouais. Voilà. Donc, le début de l'aventure commence là. Alors, du coup, j'ai une première question, hein, Thomas. Hein. C'est quoi le management de transition? Et surtout, quelle est la différence entre le conseil, le consulting et le management de transition, s'il en est? Alors, il y a une différence. Le conseil, d'une manière générale, travaille sur des missions, on va dire, ponctuelles, plutôt bien définies, spécifiées. Là où le manager de transition remplace un manager, en fait. Donc, il y a aussi une composante de transformation liée au fait que en fait, le manager de transition comble un vide, vient plutôt dans un travail d'arrachement mettre en place des choses. Ça peut être un système d'information, ça peut être une réorg, ça peut être des choses beaucoup plus cyniques comme un plan social, par exemple, ou un plan de ce qu'on appelle pudiquement des plans de performance. Donc, voilà, On aura compris le terme. Voilà, vous aurez compris le terme. Mais il y a aussi une composante managériale. Donc, on est beaucoup plus intime avec l'entreprise, beaucoup plus intime avec le client. On est en fait une extension d'un manager classique. Il y a également 2 aspects que j'aimerais rajouter au sujet du métier de manager de transition. Le premier, c'est que finalement, chaque mission peut se solder par une proposition de recrutement. Ça arrive assez souvent. Ça veut dire que quand on est manager de transition, on a sa liberté, mais on peut à tout moment rebasculer dans le monde du salariat, peut-être un petit peu plus confortable, si on le souhaite. Donc ça, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. La possibilité de se poser à un moment donné aussi. Tout à fait. Quand on a... Ok, intéressant. Et le deuxième élément, c'est comment trouver des missions, qui est finalement le problème majeur du manager de transition. Quand on est nul commercialement comme moi, on peut s'appuyer sur beaucoup de cabinets de conseil, beaucoup de cabinets de management de transition qui chassent les missions pour nous et qui, voilà, il y en a de plus en plus. Donc, c'est vraiment plus un sujet aujourd'hui de trouver des missions. Oui, c'est intéressant. Il y a 2 types de cabinets. Donc, finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a des cabinets de conseil qui ont besoin de managers de transition sur des missions ponctuelles et particulières. Et il y a des cabinets dont c'est le métier d'accompagner des clients à trouver des bons managers de transition. Voilà. Et toi, tu as été, et tu es toujours manager de transition aujourd'hui. Oui. Et plus particulièrement dans les achats? Oui, essentiellement dans les achats. Ouais. Et alors, du coup, c'est quoi les défis d'un manager de transition dans les achats, du coup? Alors, il y a déjà tous les mêmes défis que quelqu'un qui est dans les achats de manière classique. Hein. Donc, déjà, on a une partie une valise bien chargée. Un peu chargée. Je dirais que les défis principaux, c'est d'être opérationnel très rapidement. Ouais. Voilà, donc le facteur temps est fondamental. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les managers de transition sont pris sur des missions qui sont un peu en deçà de leur expérience et de leur seniorité. Voilà. Ouais. De manière à être plus efficace. Exactement. Qu'à ISO périmètre par rapport à tes expériences. Ce qui est à mon avis une erreur. Mais bon. Ok. Par contre, c'est intéressant ça. Je ne savais pas qu'un manager de transition, en général, on le prend en deçà de ses compétences. C'est souvent le cas. Ouais. C'est souvent le cas. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, c'est le principe de Peters. Hein. On est bon là où on est bon. On n'est pas bon au-dessus et on n'est pas forcément bon en dessous. Donc voilà, on arrive à un équilibre à un certain niveau de notre carrière
Et in fine, c'est là qu'on sans jamais atteindre la loi de Peters, qui effectivement nous dit que jusqu'à on atteint notre niveau d'incompétence. Voilà, un certain niveau. Enfin, la loi de Peters, c'est vraiment un équilibre entre la compétence intrinsèque de la personne et l'endroit où on se positionne dans la structure. Donc c'est intéressant, effectivement, un manager de transition, tu me dis qu'il est pris en deçà de ses compétences, qui est cette erreur que tu nous expliques. À mon avis, une erreur. Non, mais c'est ton regard qui nous intéresse aujourd'hui, oui. Effectivement, c'est ton regard éclairé qui nous intéresse, c'est l'avis de Thomas qui nous intéresse. Et le manager de transition en achat, c'est quoi la différence par rapport à un responsable achat ou à un directeur achat? C'est un sujet, effectivement, tu parlais de ce que j'appelle de rapidité, c'est-à-dire d'efficacité. Est-ce qu'il y a des défis humains, il y a des défis d'expertise, il y a des défis de transformation et de plan de transformation? C'est ça aussi que je voudrais un petit peu entendre, comprendre ce que ça veut dire, un plan de transformation, un plan de performance achat. Qu'est-ce que c'est que ces grands plans qu'on voit dans les entreprises qui sont portés par des directions achats, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui s'orientent vers des formations, vers la formation achat, par exemple, IFOCOP? Alors, il y a évidemment tout ça, mais on pourrait se dire que ce sont aussi des défis d'un directeur achat classique. Pour parler de mon expérience, les missions que j'ai pu réaliser, j'avais des cas où, par exemple, la direction des achats était à construire. Donc là, on part d'une feuille blanche. On a des personnes qui réalisent des actes d'achat plus ou moins structurés à droite et à gauche. C'est d'ailleurs une mission que tu m'as trouvée. Et là, l'enjeu, c'est de comprendre le métier, de comprendre les ressorts qui feraient que la direction des achats pourrait exister et pourrait apporter toute sa valeur, et l'organiser. Donc, en poser les bases, en créer les règles. Voilà, donc c'est vraiment tout bâtir de A à Z pour avoir une direction des achats qui soit adaptée à l'entreprise auprès de laquelle on agit. Donc finalement, cette entreprise, elle trouve un manager par intérim, un directeur par intérim. Oui. Si tu m'autorises ce terme. Oui. Je crois que même en anglais, on appelle ça de l'intérim management, ou chose comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle y gagne, cette entreprise? Elle gagne quelqu'un qui a roulé sa bosse, en fait, qui a de l'expérience dans la gestion humaine. Et la deuxième question que j'ai derrière, c'est est-ce qu'un manager de transition, donc en achat ici, est-ce qu'il ne se sent pas seul parfois? Est-ce qu'il a un réseau autour de lui pour échanger sur... parce que finalement, c'est aussi prendre des décisions au quotidien, c'est arbitrer, décider. Et est-ce que parfois, on n'est pas un peu seul aussi dans cette mission, engluée directement, presque les têtes dans le guidon, les mains dans le cambouis, si je peux dire? Alors, donc 2 questions, 2 réponses. Première réponse... Je vois là bien l'âme du manager de transition. Première réponse, les entreprises, en réalité, prennent un manager de transition dans un cas comme celui-ci, parce que souvent, les compétences pour bâtir ne sont pas tout à fait les mêmes que les compétences pour gérer. Intéressant. Quand on fait alors le terme ne me revient pas, quand on fait des formations type MBTI, par exemple, ou avec les couleurs, avec les disques, les fameux disques, les choses comme ça, par exemple. Quelle que soit la formation qu'on fait, on se rend compte que les gens ont une compétence un petit peu plus poussée sur un domaine, sur une manière de faire. Il y a les bâtisseurs, il y a les gestionnaires, il y a les etc. Bon. Donc, un manager de transition, par essence, il sait bâtir. Il ne sait pas forcément gérer. Donc là, l'entreprise gagne quelqu'un qui sait bâtir, qui sait peut-être lancer le véhicule, mais qui est peut-être un peu moins bon pour le conduire sur le long terme. Moi, je sais que gérer une direction des achats qui tournicote, ça, je ne sais pas si je sais le faire ou pas, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Toi, tu es plus dans la construction, et j'aime bien, c'est intéressant cette dichotomie un peu de construire ou gérer. On a un peu le cas, je crois, sur les gens qui créent des entreprises aussi, qui sont des très bons start-upers. Exactement. Et quand l'entreprise passe à échelle, presque, je crois qu'on utilise le terme qui s'industrialise, et ben, c'est plus les mêmes profils dont on a besoin, parce qu'il va falloir gérer des femmes, des hommes, des équipes, des projets long terme, etc. Ok. Voilà, donc là, dans le cas d'espèce, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant. Quand on me prend comme manager de transition pour créer une direction des achats, le client sait que je sais le faire, que je l'ai déjà fait, et donc d'une manière générale, ça se passe. En revanche, la difficulté, j'y reviens, c'est quand même d'appréhender
les problématiques spécifiques à l'entreprise de manière assez rapide. En général, on nous demande de ne pas traîner, on a des TJ qui sont importants. Des taux journaliers. Des taux journaliers qui sont importants. On nous demande de ne pas faire ça en 1 an et demi parce que la trésorerie en prend un coup. Voilà. L'autre avantage, c'est que l'entreprise ne prend pas tellement de risques. Si au bout de 3 mois, elle se rend compte que je ne fais pas l'affaire, ils peuvent me changer assez rapidement. Donc il y a une variabilisation des coûts, il y a qui est plus confortable pour l'entreprise. L'autre sujet, est-ce qu'on se sent seul ou pas? D'une manière générale, quand on commence une mission de management de transition, on a un contrat qui est assez fort avec l'employeur. En l'occurrence, c'est soit le directeur financier, le directeur général, le directeur des achats. Donc le processus de recrutement n'est pas classique. C'est plus une discussion... j'allais dire entre hommes, en 2025, je ne sais pas si on peut encore dire ça. Humaine. Une discussion humaine, les yeux dans les yeux. On a un espèce de contrat moral au-delà de la mission assignée qui est écrite. Voilà, donc on sait intuitivement jusqu'où on peut aller, quelle est notre marge de manœuvre. Voilà, nos barrières, on les connaît à peu près. Et in fine, un employeur d'un manager de transition prend quelqu'un de l'extérieur, c'est un autre point que je voulais soulever, justement parce qu'il est de l'extérieur. Et quand on vient de l'extérieur, quand on est manager de transition, on a une liberté d'action, une liberté de ton qu'on n'a pas quand on est salarié. Ouais, intéressant. Donc 2 choses, hein. Il y a ce point-là dont tu parles qui est je prends quelqu'un de l'extérieur comme je prendrais un auditeur externe qui peut me faire un rapport d'audit en disant c'est dit par quelqu'un d'externe dans l'entreprise. Donc c'est plus peut-être de véracité ou de légitimité ou en tout cas en termes de gestion du changement et de la com, ça peut être plus efficace. Et l'autre point qui est intéressant, c'est tu nous parles de cet aspect humain au démarrage, de bien s'entendre, presque d'avoir un sponsor ou d'avoir en fait la confiance de la personne qui nous sollicite pour pouvoir agir en fait. Et donc dans cette solitude-là, on a aussi on peut parler presque de mandat en fait, directement pour agir. Et enfin, le corollaire de cette liberté, c'est qu'on prend des coups. Bien souvent, c'est notre employeur qui prend les coups à notre place. Donc en plus, on est dans une sorte de bulle en fait. Voilà. On prend des coups aussi. Hein. En général, quand notre employeur prend une gifle, il y a l'effet de blast. Il y a un effet de blast, assez important. Je peux en témoigner parce que je viens d'en prendre un assez fort. Mais voilà, c'est notre job. C'est donc, voilà. Thomas, pour revenir sur le management de transition lié aux achats, pour toi, les défis, là, en quelques mots, d'une direction achat, de ce que tu vois sur le terrain aujourd'hui, quels sont ces défis? On parlera pas uniquement, je pense, de performance financière, mais où est-ce que, quelque part, c'est un peu une légende de se dire que les achats font plus de performance achat, performance financière? Qu'est-ce que tu vois sur le terrain, toi, Thomas? Alors, il y a des tas d'études qui sortent sur les points d'attention prioritaires des directions des achats. Ne nous mentons pas. Hein, une direction des achats, c'est avant tout de l'EBITDA. Voilà. Donc de la préservation de la marge. Exactement. Okay. Voilà. Okay. En fonction de la maturité de la direction des achats, ça peut aller plus loin que l'EBITDA. On peut travailler sur les CAPEX, on peut travailler sur les frais bancaires. Donc on va un petit peu plus bas dans le PNL. Dans le bilan et le compte de résultat, effectivement. Voilà. Oui, excuse-moi. Non, je t'en prie, continue. Mais in fine, c'est financier. Voilà. Le vrai livrable d'une direction des achats, c'est financier. Après, alors non, je module mon propos. Un des 3 vrais livrables d'une direction des achats, c'est financier. Il y a un deuxième vrai livrable qui est souvent ignoré et qui passe souvent au second plan, mais qui, in fine, quand on l'explique bien, est majeur pour une direction des achats, enfin, pour une entreprise, c'est la gestion des risques. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, les risques de commerce peuvent aller très loin. Et c'est clairement d'actualité, là. C'est clairement d'actualité. Je peux prendre un exemple. Il y a des risques qui sont liés
au RGPD, par exemple, ou à la conformité, qui peuvent, s'ils ne sont pas couverts, provoquer une amende qui va jusqu'à 3% du chiffre d'affaires du groupe. Oui, la sécurité et la confidentialité des données, effectivement. Et voilà. Donc c'est gigantesque. Moi, j'ai vu un DSI partir avec les menottes parce qu'il embauchait des prestataires sans prendre garde à ce type d'éléments prudentiels. Donc c'est absolument gigantesque pour une entreprise. C'est souvent ignoré. Et quand ils se rendent compte, là, c'est une panique totale. Donc voilà. Donc c'est un second volet qui est très, qui est fondamental dans la mission d'une direction des achats. Il y a un troisième volet qui est de bâtir un processus achat qui est le plus efficace possible, le moins coûteux évidemment. Donc là, je parle du processus S2P, ce qu'on appelle le source to procure. Le source to pay. Alors, le source to procure to pay, alors tu vas plus loin, même, d'accord. Le source to pay. Pour ceux qui nous écoutent, c'est de la recherche de fournisseurs, de l'identification d'un besoin, jusqu'au paiement d'une facture réceptionnée. C'est ça. Alors, donc il y a deux sous-parties, enfin il y a en réalité trois sous-parties. Il y a le source to contract. Donc là, c'est depuis la recherche de fournisseurs, l'appel d'offres, etc., jusqu'à la contractualisation. Après, il y a le P2P qui lui-même est séparé en deux. Donc il y a le procurement qui est le passage de commandes. Et après, il y a la partie paiement qui, de manière classique, est plutôt sous la responsabilité de la direction financière. Et ce processus-là, quand il est mal fait, c'est un cauchemar. D'abord, c'est très, très coûteux. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête, mais une facture, ça coûte dans les 40 € ou 50 € à l'entreprise. La création d'un compte fournisseur, ça coûte plus de 200 €. Sachant que assez facilement, on a 200 000 factures par an. Enfin, je te laisse faire le calcul, mais les coûts sont conséquents. Sans compter les problèmes prudentiels, comme tous les fournisseurs qui ne sont pas payés à temps. Ça, c'est un grand classique. Hein. Ce n'est pas parce que les donneurs d'ordre sont méchants, c'est parce que juste, ils n'y arrivent pas, en fait. Donc, ce sont des sujets majeurs. Voilà. Donc, pour moi, trois sujets. Le financier. La marge. Le risque. Oui. Et la maîtrise du processus. Et la maîtrise du processus. Moi, ça me fait du bien d'entendre effectivement un professionnel parler d'EBITDA, de marge, puisque c'est un point qu'on aborde souvent, effectivement dans le programme pédagogique, la formation achat IFOCOP, parce qu'un acheteur, il contribue directement à la marge et on a tendance à l'oublier en fait. Une économie d'achat dans un compte de résultat, ça se retranscrit dans une marge d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, elle a si je devais schématiser ça, elle a deux grands piliers, deux grands axes de travail pour augmenter sa rentabilité et sa marge. Soit elle développe son chiffre d'affaires et elle va continuer de croître, soit elle maîtrise ses achats, elle maîtrise ses processus internes pour préserver sa marge. Et l'acheteur intervient là-dessus. Ça, c'est intéressant d'entendre d'un point de vue d'un professionnel nous parler de la marge. Et le deuxième point, c'est le risque. Effectivement, on en parlera aussi beaucoup dans ces programmes pédagogiques. Et le dernier point, qui est la maîtrise du processus. Eh bien oui, en fait, ce qu'on voit avec les apprenants qu'on a à l'école et qui nous font des retours d'expérience de leur stage et de leur alternance, c'est que une performance achat, c'est pas qu'un levier commercial, c'est pas qu'une négo avec un prestataire, c'est pas qu'une baisse du prix. Une performance achat, c'est une performance holistique, complète. Et quand je maîtrise ce processus achat et que je fais attention à ça, eh ben effectivement, on va générer là beaucoup plus d'économies. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui sont sorties. Sur une base 100 d'économies, il y a à peu près 30 à 40% qui sont liés à un levier commercial, à un appel d'offres, une négociation. Et il y a 50 à 60% qui sont liés au processus, c'est-à-dire le recours aux besoins et la maîtrise du processus. Le reste étant la gouvernance, on en parlera plus tard. Mais effectivement, c'est catastrophique. Quand on reçoit une facture d'un fournisseur sur la table et qu'on ne peut pas le raccrocher à un bon de commande, par exemple, et ben là, on va dépenser beaucoup d'argent pour remonter le processus, pour remonter cette chaîne qui n'a pas été bien calibrée. Okay. Je voudrais revenir sur deux points. Tu as parlé de prix. Nous, on parle de coût ou de valeur ajoutée, ou de valeur, quoi. Ouais. Deuxième point, je n'ai pas mentionné la RSE, évidemment, qui commence à être un sujet important. Je l'inclus dans les risques. En fait, la RSE, à moins d'avoir un PDG et des actionnaires dogmatiques, même si c'est un terme un peu péjoratif, mais en tout cas volontaire sur le sujet,
l'immense majorité des sociétés ont une vision pragmatique de ce sujet, donc le font sous l'angle des risques plutôt que sous un angle... voilà. Et le troisième point qui vient de m'échapper, voilà, qui m'a échappé. Mais je pense que ça peut être une bonne transition parce que tu parles de la RSE dans la gestion des risques. Et moi, le troisième point, tout va venir parce qu'on en parlait un peu avant, hors micro, c'est un peu l'humain. Je voulais aussi t'entendre là-dessus. C'est que tu me disais effectivement qu'on voit une évolution un peu sur les profils d'acheteurs, d'acheteuses, d'acheteurs, qui avant étaient un peu plus peut-être des cost killers, on va les appeler comme ça, des chasseurs de coûts, entre guillemets. Aujourd'hui, on sont un peu plus finalement imprégnés et teintés de ça, sont même demandeurs de ça. On le voit, nous, tout le temps. Hein. Et d'ailleurs, on développe des modules de formation très forts sur les achats RSE, sur la digitalisation des achats, sur l'utilisation de l'IA. Ton regard à toi, Thomas, en entreprise, quand tu prends le management de transition d'un service achat, sa création, je vois que tu as forte appétence pour la création, mais ce que tu vois en termes de profil, l'évolution des profils d'achat dans les services achats, c'est quoi ton regard là-dessus? Alors c'est multiple. D'abord, d'un point de vue du métier de l'achat, on se rend compte, depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années maintenant, que, entre guillemets, l'ennemi de l'acheteur, c'est pas le fournisseur, c'est plutôt le donneur d'ordre. Parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'un acheteur, à part dans certains cas, n'achète pas. Il utilise l'argent du donneur d'ordre pour faciliter un processus d'achat. Du prescripteur, finalement. Du prescripteur, voilà. Et le prescripteur est souvent plus compliqué, est souvent plus difficile à convaincre de réaliser un acte d'achat vertueux financièrement que de négocier avec le fournisseur, voilà. C'est intéressant ça. Tu nous dis que finalement, la vraie négo et le travail d'accompagnement... Elle est chez le donneur d'ordre, tout à fait. Et ça, c'est très contre-intuitif. Hein. Donc, de plus en plus, on demande aux acheteurs d'avoir un relationnel aussi fort vers ses fournisseurs que vers ses donneurs d'ordre, ses clients internes. D'ailleurs, il y a un sujet des achats qui s'appelle le CRM, le Customer Relationship Management, qui est le miroir du SRM, Supplier Relationship Management. Voilà, quand on ne traite qu'un des deux, on tourne sur deux pistons. Hein, voilà. C'est une approche bicéphale. On va travailler Exactement. Le fournisseur exogène externe. Tout à fait. Et le donneur d'ordre interne. Tout à fait. Ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, l'évolution que tu vois, c'est qu'on a de plus en plus des acheteurs qui continuent de maîtriser ces processus, mais qui surtout ont un fort relationnel, une capacité. C'est ça? Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait mis en place à la Société Générale, d'ailleurs. C'est une politique d'essaimage, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de nos acheteurs qui, en termes d'évolution, partaient chez nos donneurs d'ordre. Un acheteur marketing qui part à la direction marketing, un acheteur IT qui part à l'IT. Donc, nous, ça nous permettait d'étendre notre réseau et de consolider nos positions chez nos donneurs d'ordre. Et nos acheteurs, ça leur permettait d'avoir une évolutivité bien supérieure à juste monter dans la pyramide d'une direction des achats qui, par essence, ne peut pas accueillir tout le monde. Hein. C'est intéressant cette technique. Je ne l'avais pas en tête d'aller positionner chez les métiers, dans un programme de reconversion, des ex-acheteurs pour continuer d'intégrer le plus en amont possible le process achat pour évangéliser presque, en fait, pour faire du marketing achat. C'était théorisé, hein. C'était pas intéressant. Oui. Écoute, Thomas... juste pour reboucler sur ta question, ouais. On a évidemment également un besoin de plus en plus prégnant d'avoir des acheteurs à l'aise avec les technologies. Bien sûr. Donc l'IA, évidemment, c'est partout. Pour le sourcing, c'est fondamental, mais pas que. Les outils classiques, les suites achats... les systèmes d'information achat, les SCHA, tout à fait, oui. Bien sûr. Donc c'est évidemment une composante, la RSE, les risques, tous les sujets qu'on a évoqués sont des sujets qu'un acheteur doit intégrer aujourd'hui. Ouais. Voilà. Je crois qu'on peut parler d'acheteur à 360 degrés, c'est-à-dire cet acheteur qui est capable de maîtriser
son expertise, son processus et sa technique achat, mais qui a aussi d'excellentes capacités et compétences relationnelles, qui s'intéresse aux autres, qui maîtrise les outils. Bon, c'est des beaux challenges, je crois, que tu nous donnes là, et merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Thomas, sur ce volet qu'on n'avait pas encore vu de management de transition en achat. Merci, Thomas. Mais je t'en prie, merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et le suivi. Merci au Collège de Paris pour le prêt effectivement de ce studio d'enregistrement. Et si vous avez besoin de renseignements ou d'informations sur la formation achat IFOCOP, n'hésitez pas à nous contacter directement dans le bandeau qui va s'afficher en dessous.